Bienvenue dans le débat. Faut-il reconnaître un État palestinien ? L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont ouvert une brèche en reconnaissant ensemble l'État de Palestine. La Slovénie est en passe de le faire. Emmanuel Macron pense que ce n'est pas le moment. Le président français ne veut pas faire une reconnaissance d'émotion. Elle doit intervenir à un moment utile, a-t-il affirmé. Israël affirme que cela donne raison au Hamas. Le débat est de plus en plus vif, y compris en France, mais aussi ailleurs en Europe, alors que l'armée israélienne poursuit son offensive sur Rafah et a bombardé un camp de déplacés dans l'ouest de la ville. L'armée israélienne a pris le contrôle d'une zone tampon stratégique entre la bande de Gaza et l'Égypte. Anthony Blinken appelle Israël à préparer un plan d'après-guerre au plus vite, alors qu'un haut responsable israélien affirme que les combats à Gaza pourraient durer jusqu'à la fin de l'année. Xi Jinping, aujourd'hui, appelle à l'organisation d'une conférence de paix élargie pour résoudre le conflit à Gaza. Et cela lors d'un forum qui réunit des dirigeants et des diplomates arabes à Pékin. Alors faut-il reconnaître un État palestinien ? Quel peut être l'impact sur la guerre entre Israël et le Hamas ? Alors qu'Anthony Blinken appelle donc Israël à préparer un plan d'après, quelles sont les pistes pour l'après ? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean de Glignasti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Diplomate, ancien consul général de France à Jérusalem, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de France, une diplomatie déboussolée. Et c'est sorti en février 2024. Merci d'être là. En face de vous, Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO et chargée de cours à Sciences Po. Bienvenue à vous. Nous avons avec nous ce soir Anne-Sophie Seban-Bécache. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'AJC à Paris, American Jewish Committee. Et merci de participer à ce débat. Nous avons par téléphone, et on le regrette parce qu'on a un problème de Skype avec vous, mais vous êtes bien là, Daniel Ben-Simon, vous êtes journaliste israélien, ancien député travailliste. Est-ce que vous m'entendez ? Mais bien sûr, très bien. Madame. Voilà, vous êtes avec nous par téléphone, bienvenue. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont ouvert donc une brèche en reconnaissant ensemble l'État de Palestine. Une nécessité, disent-ils, pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens. On va écouter Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas seulement une question de justice historique à l'égard des aspirations légitimes du peuple palestinien, c'est aussi une nécessité urgente si nous voulons tous parvenir à la paix. C'est le seul moyen d'avancer vers la solution que nous reconnaissons tous comme la seule possible pour parvenir à un avenir de paix, celui d'un État palestinien vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Et Benyamin Netanyahou avait immédiatement réagi. On l'écoute. L'intention de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien est une récompense pour le terrorisme. 80% des Palestiniens de Judée-Samarie soutiennent le terrible massacre du 7 octobre. Nous ne pouvons pas donner un État à ce mal, ce sera un État terroriste. Il tentera de commettre encore et encore le massacre du 7 octobre et nous n'accepterons pas cela. Une récompense pour le terrorisme n'apportera pas la paix et ne nous empêchera pas de vaincre le Hamas. Agnès Levallois, cette reconnaissance d'un État palestinien en ce moment est-elle favorable à la paix comme ces trois pays européens l'affirment ? Moi, je le crois, parce que je pense que cette opération à Gaza doit se terminer à un moment ou à un autre, et donc doit se terminer par une solution politique. Et on voit bien que c'est très loin des aspirations de Netanyahou aujourd'hui, et que pour qu'on puisse envisager une solution politique, il faut qu'il y ait un État palestinien. Il faut que les deux partenaires soient face à face pour pouvoir négocier ce que pourrait être un État palestinien. Et il faut le faire maintenant. Et il faut le faire maintenant pour justement exercer une pression aussi sur Netanyahou pour que celui-ci arrête les opérations à Gaza. On est pratiquement à 8 mois de bombardement. Les objectifs qu'il s'est fixés ne sont pas atteints. Et lorsqu'on lui pose la question sur l'après, il n'y a absolument rien parce qu'il ne veut pas envisager cet après. Et je pense que de reconnaître l'État palestinien permet justement de rentrer dans cette phase et de dire que la communauté internationale aujourd'hui semble, je dis bien semble, prête quand même à exercer des pressions pour vraiment arriver à une vraie solution politique, sans laquelle la situation restera dramatique pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Jean de Glignasti, vous êtes d'accord avec Agnès Levallois ? Globalement, je suis d'accord. Peut-être avec une nuance. Je crains que malheureusement, ça ne joue pas beaucoup en faveur concrètement d'une solution à deux États. Parce que
la solution à deux États, elle est quand même assez plombée. Elle est plombée, il y a 500 000 colons en Cisjordanie armés jusqu'aux dents et qu'on ne pourra pas évacuer. Quand on voit tout le mal qu'Israël a eu à évacuer 7 000 colons de Gaza il y a une quinzaine d'années, sur une population de 1 million et quelques à l'époque. Donc vous voulez dire c'est symbolique donc, c'est un symbole fort. Et un symbole, ça s'utilise dans un contexte politique adéquat. C'est peut-être le moment, en effet, de le faire. Mais ce sera peut-être la première fois qu'on reconnaît un État qui n'a pas son intégrité territoriale, qui ne gouverne pas l'ensemble de son territoire, dont les frontières ne sont pas fixées. Mais compte tenu de la spécificité du problème palestinien, ça serait justifié de le faire. Anne-Sophie Sebhan-Bekkache, est-ce qu'il faut reconnaître un État palestinien maintenant ? Maintenant, moi, je ne le crois pas. Je suis d'accord et je pense qu'on sera d'accord. Tous ceux qui soutiennent une solution à deux États, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'effectivement, pour sortir de cette crise et sortir de cette guerre, il faut un processus politique, il faut les prémices d'un processus politique, il faut déjà parler d'un plan pour l'après, etc., etc. Mais aujourd'hui, on peut se faire plaisir en reconnaissant un État palestinien depuis l'Europe, mais la réalité sur le terrain, elle est malheureusement tout autre. On est dans une situation de guerre qui est tragique, qui est meurtrière, dans une situation où une organisation qui a toujours une prise sur la bande de Gaza détient 125 otages israéliens. Et je ne crois pas que cette reconnaissance apporte quoi que ce soit. C'est un coup d'épée dans l'eau. Elle doit s'inscrire, je crois, dans un processus, dans un début de processus, dans les négociations qui se jouent aujourd'hui aussi plus largement régionalement avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis. Et on l'a vu d'ailleurs dans les processus de paix précédents, tous ceux qui ont abouti ont été des processus qui ont été négociés entre les deux parties. Et pour l'instant, on est vraiment très loin de cela. Daniel Ben-Simon, votre avis sur ce débat ? Oui, je pense que c'est urgent de reconnaître un État palestinien. Je pense que le but de cette guerre, c'est d'empêcher un État palestinien. Je pense que Netanyahou fera tout pour empêcher un État palestinien. Et je pense aussi que si on fait un référendum au sein des Israéliens, il y aura une majorité, peut-être une petite majorité, pour l'État palestinien. Les Israéliens ne rentrent pas dans les détails. Le problème, comment ? Vous pensez qu'il y aura une majorité en ce moment dans la société israélienne pour qu'on reconnaisse un État palestinien maintenant ? Absolument, parce qu'il y a une vague de slogans contre l'État palestinien comme si c'était la fin d'Israël. Vous avez entendu M. Netanyahou maintenant. Un État palestinien, ça veut dire le 7 octobre qui se répète. Et ça joue dans la tête des Israéliens. C'est-à-dire que chaque Palestinien est un Sinoir potentiel. Et surtout la droite israélienne qui est composée de religieux, de fanatiques, d'ultra-orthodoxes. C'est un monde à part d'Israël que je connais. Alors je pense que les religieux, ceux qui habitent dans les territoires, voteront contre les Palestiniens, bien sûr, parce qu'ils habitent dans leur territoire. Et en fin de compte, il faudrait la carte principale, c'est les Américains. Ils montrent une faiblesse extraordinaire. Ces derniers mois, ils n'arrivent pas à arrêter cette guerre, ils n'arrivent pas à parler avec Netanyahou, ils n'arrivent pas à l'éduquer, ils n'arrivent pas à montrer si vous voulez, leur vision des choses. Qu'est-ce que veulent les Américains, bon Dieu ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, c'est une bonne question. On va justement y revenir. Posez-la. Daniel Ben-Simon, juste un point pour que le téléspectateur comprenne bien. À l'ONU, il y a 145 pays sur 193 qui ont donc reconnu l'existence d'un État palestinien, selon l'autorité palestinienne. La Palestine, il faut le rappeler aussi, est un État d'observateur aux Nations Unies. Seuls 9 membres de l'Union européenne, en majorité, donc des États qui sont situés à l'est de l'Europe, reconnaissent l'État palestinien. Donc, ils sont 3 de plus avec l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. La Slovénie, donc le Parlement devrait approuver cette reconnaissance de l'État de Palestine probablement assez rapidement, donc ça en ferait encore un. Agnès Levallois, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Daniel Ben-Simon, c'est-à-dire que ça pourrait faire basculer tout de même les choses. Elie Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, affirme, lui, qu'il faut aussi reconnaître, il affirme comme vous, Daniel Ben-Simon, qu'il faut reconnaître un État palestinien. Il dit même que s'il y avait eu reconnaissance de l'État palestinien avant le processus d'Oslo, eh bien, ça aurait peut-être aidé ce processus à s'activer mieux, à être efficace. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que vraiment l'erreur des accords d'Oslo de 93, c'est d'avoir prévu une période intérimaire de 5 ans, à l'issue de laquelle il devait y avoir la proclamation d'un État palestinien. Or,
aucun mécanisme de surveillance de ces accords n'a été mis en place et Israël a continué de plus belle la colonisation pendant toutes ces années. Et il y a eu effectivement l'assassinat de Rabin par un ultra-orthodoxe juif et les attentats menés par le Hamas qui ont fait que du coup tout ça a capoté. Et donc je pense qu'il faut tirer l'expérience de cet échec d'Oslo pour renverser le processus et se dire qu'il faut... Je rappelle, l'État d'Israël a été créé par une résolution de l'ONU qui prévoyait aussi un État palestinien, qui n'a pas été créé puisqu'à ce moment-là, les Palestiniens ont refusé cette solution. Mais je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux de la création de l'État d'Israël et de l'État palestinien pour permettre à ce moment-là vraiment cette discussion d'égal à égal. Pourquoi Netanyahou n'en veut absolument pas de cette reconnaissance ? Parce qu'il ne veut pas d'État palestinien. Et donc, comme il ne veut absolument pas d'État palestinien, il veut absolument pas qu'il y ait cette reconnaissance qui le contraigne à un moment à franchir ce pas ou un autre gouvernement. Alors les États-Unis n'emboîtent absolument pas le pas. Eux, ils ne reconnaissent pas un État palestinien, mais en même temps, ils défendent une solution à 2 États. On va écouter Jack Sullivan. Chaque pays a le droit de prendre ses propres décisions. Mais la position américaine est claire. Le président Biden, comme je l'ai dit, soutient publiquement une solution à 2 États. Il a également été clair publiquement sur le fait que cette solution à 2 États devrait venir de négociations directes entre les parties, non par la reconnaissance unilatérale. Anne-Sophie Seban, c'est votre position, la position américaine finalement de reconnaître en fait la solution à 2 États, mais de ne pas vouloir reconnaître l'État palestinien maintenant. Oui, moi je crois qu'il faut que ça s'insère forcément dans un début de processus politique. Et encore une fois, je vois que, en tout cas, ce qui a entraîné très concrètement la reconnaissance par les pays qui l'ont reconnu ces derniers jours, c'est un communiqué du Hamas qui dit la reconnaissance d'un État palestinien est la conséquence directe de notre courageuse résistance. Et donc, or, les partisans de 2 États veulent renforcer l'autorité palestinienne, à juste titre, souhaitent aussi sa réforme. Et comme ça a été dit, effectivement, la création d'Israël est née d'une résolution des Nations Unies, mais elle est née aussi, il y avait déjà des conditions, il y avait un plan de partition, il y avait des demandes faites à chaque partie. Et je ne vois pas, je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de pas à faire les uns vers les autres pour aboutir à une solution de long terme. Et côté palestinien également, réformer l'autorité palestinienne, se débarrasser du Hamas et des groupes terroristes. Et je ne vois pas en quoi cette reconnaissance purement symbolique... Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Le fait que ça soit hors sol, c'est ça que vous voulez dire, quelque part ? Oui, je trouve qu'il y a une déconnexion entre les Européens qui voient bien que ce conflit a un impact très clair sur les sociétés européennes. La volonté, bien sûr, d'en finir. Tout le monde en a marre de cette guerre. Elle est très terrible pour les populations sur place, etc. Et encore une fois, et un des autres freins, là où peut-être je rejoins les autres invités, c'est la politique. J'ai l'impression que tout le monde fait de la politique et oublie la géopolitique. Et de la même manière, je pense que davantage que le Premier ministre israélien actuel ne souhaite pas d'État palestinien, il ne souhaite surtout pas perdre le pouvoir. Et aujourd'hui, se prononcer d'un seul mot sur cette question lui ferait perdre sa coalition actuelle. Et on voit bien aussi les conséquences politiques à l'approche des élections européennes qu'a le conflit israélo-palestinien aujourd'hui et les stratégies qui sont mises en place par les uns et les autres, mais qui n'aident en rien, je crois, ni les Palestiniens sur place, ni la résolution politique de ce conflit tragique. Emmanuel Macron, en tout cas, pense que ce n'est pas le moment. Le président français ne veut pas, je cite, une reconnaissance d'émotion. Elle doit intervenir à un moment utile, a-t-il dit. On va l'écouter. Arabe, je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Jean-Luc Lignastier, un moment utile, c'est quand ? La question. C'est difficile de le dire parce qu'il y en a eu beaucoup de moments utiles jusqu'à présent et ils ont tous été gâchés les uns après les autres. Donc moi je suis assez sensible à la comparaison d'Agnès Levallois parce qu'effectivement il y a un précédent, c'est la création de l'État d'Israël parce qu'il a été reconnu à l'ONU avant même que ses frontières soient fixées, que son autorité soit consolidée. Et donc c'était un geste symbolique très fort parce qu'à l'époque il fallait créer un État palestinien à cause de la Shoah, des conséquences de la guerre. Et en fait, il a fallu attendre 9 mois avant que l'État israélien ne se déclare, ne se crée. Mais alors du coup, que dites-vous de la position française ? Moi, je crois que
Je pense que les Français n'ont pas de problème et le gouvernement français n'a pas de problème de fond pour la reconnaissance de l'État palestinien. Enfin, il ne le reconnaît pas, l'État palestinien, Parce qu'il espère peut-être jouer un rôle à un moment ou à un autre et donc utiliser ça comme un argument ou comme, disons, un élément de participation dans une éventuelle conférence ou dans la négociation. C'est-à-dire jouer l'équilibre entre les parties. Apporter quelque chose, oui, la France, puissance d'équilibre, oui, c'est ce que... C'est la France, puissance d'équilibre. Daniel Ben-Simon, votre réaction justement à la diplomatie française, à cette affirmation d'Emmanuel Macron qui dit que ce n'est pas le moment, il faudra que ça soit utile, a-t-il dit? Bon, je ne sais pas quoi vous dire pour le moment, le mot utile, mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Quelle est la position française? Est-ce qu'elle est claire ou elle n'est pas claire? Il faut dire qu'est-ce qu'il veut exactement et non pas dire c'est utile ou pas utile. On n'est pas dans un jeu de mots ici. Les gens meurent, des milliers d'Israéliens, de Palestiniens payent avec leur vie. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer de cette façon. Vous savez, ces 7 derniers mois, 8 derniers mois, et les Israéliens et les Palestiniens ont souffert parce qu'il n'y a pas de décision claire. Personne ne décide quoi faire dans l'avenir. Même sur le sujet du jour après, Israël n'est pas capable de décider, ni les Américains. Alors il y a une sorte d'impotence idéologique des grandes puissances. Les Russes ne sont pas dans le jeu, les Chinois aussi. Les Américains, c'est les seuls qui peuvent dicter à Israël. Ils essayent, mais les Américains, c'est les patrons du jeu. Malheureusement, je ne comprends pas d'où vient cette faiblesse et cette peur d'aller contre la position israélienne et de faire pression sur Israël. Je vois Blinken qui vient de temps en temps. Il a cette faiblesse sur son visage. Ce n'est pas James Baker, le ministre des Affaires étrangères je crois, de quel président c'était? J'ai oublié, mais il y avait un James Baker qui venait en Israël. Bush, un des Bush, oui, exactement. Je crois que c'est le père Bush. Et on comprenait que c'est un monsieur qui représente la plus grande puissance mondiale depuis la création de l'homme. Et là, c'est une Amérique aussi forte de la même façon, mais même la voix est faible, la position n'est pas claire. Les Blinken qui va et qui vient. Entre-temps, les gens meurent d'une façon horrible et Israël continue à bombarder. Les Palestiniens continuent à faire leurs attentats. Et je vous dis alors c'est utile, c'est quand exactement? Quel est le mot utile? Quand? Après quand il y aura encore 10 000 morts, 20 000 morts, 50 000 morts? Quel est le moment utile? Il faut que la France aussi réfléchisse à sa position. Elle a un certain poids sur Israël. Il faut que Macron dise les choses. Moi, je posais la question à M. Peres, Shimon Peres, avant de mourir, pourquoi tu ne joues pas la carte de l'État palestinien? Il me dit, est-ce que tu veux que je reçoive une balle dans le dos par un colon? Et une semaine après, Rabin a reçu la balle. C'est-à-dire les gens ont peur, les politiciens ont peur de la droite israélienne, de la droite fanatique. C'est des gens qui sont capables de tout. Pour beaucoup d'Israéliens religieux, cette terre de Cisjordanie, c'est un testament de Dieu. Ça appartient à Dieu. Et j'étais au jugement de l'assassin. Il a dit au juge, le juge lui a posé la question, pourquoi vous avez tué Rabin? Il a dit parce qu'il est sorti, il est allé contre le mot de Dieu. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu et aux Juifs. Et aucune décision politique ne peut changer ça. Alors, nous sommes au point où la religion prend beaucoup plus d'espace sur un problème politique, ce qui le complique d'une façon terrible. Le débat, en tout cas, en France. Vous vouliez réagir peut-être, Agnès Leva? Oui, je voulais juste rappeler cet épisode évoqué par Daniel Ben-Simon qui est très intéressant. C'est que lorsque, à l'issue de la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït par l'Irak, la coalition internationale fait partir les troupes irakiennes du Koweït. Là, à ce moment-là, il y a une dénonciation par beaucoup de pays du 2 poids 2 mesures parce que les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force dans ce cas-là et que les résolutions de l'ONU concernant Israël n'avaient jamais été appliquées. Et c'est ainsi que James Baker a provoqué la conférence de paix qui a conduit aux accords d'Oslo. Et à l'époque, les Israéliens ne voulaient absolument pas assister à cette conférence de paix. Et Baker, à ce moment-là, c'est Shamir, Premier ministre du Likoud, qui était aux affaires. Il lui a dit, on suspend les garanties bancaires dont avait fortement besoin Israël. 3 mois plus tard, Shamir a pris son téléphone pour dire « Ok, on va à la conférence de Madrid ». Alors, en rajoutant cette petite phrase qui était « On fera tellement traîner les négociations qu'il n'y aura jamais d'État palestinien ». Mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que les États-Unis, ce sont les seuls qui ont un moyen de pression entre les mains sur l'État d'Israël pour faire avancer les choses. Jean de Glignassi, mais eux disent que ce n'est pas le moment, les Américains. Pourquoi, en fait? Parce qu'il y a des élections en novembre.
Donc c'est uniquement l'agenda interne. Moi, il me semble. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu non plus que les propos prudents du président de la République française soient liés aussi à des questions de politique intérieure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à part quelques personnalités courageuses, une grande partie des institutions juives de France sont très proches du Likoud, en fait. Donc, on fait attention. Et puis, il y a aussi 2 ou 3 millions de musulmans qui, pour l'instant, en France, j'allais dire, sont très retenus. Il faut dire les choses. Dans les manifestations, il y a plus d'étudiants que d'immigrés en faveur de la Palestine. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension de politique intérieure en France qui incite, ce qui est peut-être une explication à la question posée, une réponse à la question posée par M. Ben Simon. La France aussi est mal à l'aise et c'est pour ça qu'elle n'est pas très lisible. Et la France, d'ailleurs, où le débat est de plus en plus vif. Vous vouliez réagir tout de suite, Anne-Sophie Séban, ou est-ce qu'on va regarder justement cette espèce de passe d'armes qu'il y a eu entre Gabriel Attal et la députée Cyrielle Châtelain? Peut-être un mot juste pour dire que je pense que cette reconnaissance, elle est aussi perçue comme un outil capable de faire pression sur Netanyahou, ou en quelque sorte de punir le gouvernement israélien, parce que les gouvernements européens sont très inquiétés par la manière dont Israël conduit la guerre. Mais je crois que là encore, c'est une erreur, parce que ce qu'on voit en réalité, c'est que Benjamin Netanyahou était très faible dans les sondages et qu'il a remonté récemment. Et je lisais une tribune intéressante dans le Jerusalem Post qui disait finalement, on est en train de voir que le gouvernement considéré comme le plus d'extrême droite en Israël aura été sans doute celui pendant lequel on n'a jamais été aussi proche d'une reconnaissance de l'État palestinien. Et donc encore, je pense qu'il ne faut pas penser cette reconnaissance comme une punition ou comme un cadeau fait parce qu'il y a une guerre terrible. Et je crois que c'est d'ailleurs une erreur d'analyse historique que de penser qu'Israël a été créé des cendres de la Shoah. Non, c'est un long processus qui vient du mouvement sioniste, qui est bien plus ancien. Alors bien sûr, il y a eu un momentum en 1948, mais il y avait des paramètres, des négociations, plusieurs plans de partition qui ont été négociés avant. Est-ce que justement, Daniel Ben Simon, cette communauté internationale, lorsqu'elle reconnaît l'État palestinien maintenant, est-ce que justement, comme le dit Anne-Sophie Séban, ça ne crée pas en Israël, au contraire, une sorte de bloc autour du Premier ministre en défense, en fait? Écoutez, par exemple, il y a une accélération encore de la colonisation en Cisjordanie, juste le jour, il me semble, où il y a une reconnaissance de la part de l'Espagne de l'État palestinien. Écoutez, ça va commencer un processus dans la société israélienne. Et il est temps que ça commence. Comment va-t-on vivre avec un État palestinien? Il faut organiser les modalités de cet État. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ramallah et Gaza. Il faut trouver la possibilité de les coller les deux. Ils ne se parlent pas, ils se tuent entre eux. Les Palestiniens laïcs et les Palestiniens fanatiques. Et pour vous dire que c'est un processus qui va prendre du temps. Il faut voir comment est-ce qu'il y aura une armée palestinienne, est-ce qu'il y aura des militaires, est-ce qu'il y aura la police, et ça, c'est des choses qui doivent commencer à se faire, mais pour ça, il faut une décision. Oui, il faut une décision. D'abord les États-Unis. C'est eux les patrons du jeu. Et commencer à jouer le jeu et forcer Netanyahou. Netanyahou ne sera pas la tête qui sera en prison dans quelques mois, mais pour le moment, c'est le fait qu'il joue la carte palestinienne lui permet de maintenir, d'ajouter des points dans les sondages. Il devient de plus en plus populaire parce qu'il va jusqu'au bout. Il devient fanatique, il devient fanatique de la droite. On n'a jamais vu Netanyahou parler de cette façon sur le problème palestinien et sur les Arabes et sur la communauté internationale. Il ne parle que d'antisémitisme, antisémitisme, antisémitisme. Ce monsieur n'a jamais parlé d'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est ça, la monnaie qu'il utilise. Il faudrait mettre fin à ce jeu cynique et macabre. Alors on va revenir sur justement ce qui se passe en Israël, au sein de la société israélienne, mais d'abord un petit tour dont je le disais en France, où le débat est de plus en plus vif. Vous avez vu les images, il y a des manifestations depuis 3 jours pro-palestiniennes. Et ce député insoumis, donc Sébastien Delogu, qui a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Il a été exclu d'ailleurs pendant 15 jours. En conséquence, on va regarder donc la passe d'armes entre Gabriel Attal et qui a eu lieu juste après, et la députée Cyrielle Châtelain. Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Sans saluer la mémoire d'Orion Hernandez Radou, qui a été tué, qui était otage dans la bande de Gaza, qui a été tué, notre compatriote.
sans rappeler que nous avons encore 2 compatriotes qui sont otages. Avec la même vigueur qu'on appelle à un cessez-le-feu, on doit appeler à la libération de tous les otages, y compris de nos otages français. Il y avait 2 questions. Est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine? A priori, c'est non, mais vous ne l'assumez pas. Est-ce que vous allez demander des sanctions contre le gouvernement israélien et Netanyahou? A priori, c'est non, puisque vous ne répondez pas. Vous avez fait une réponse minable et politicienne. Les yeux du monde entier sont sur Rafah et vous vous empêtrez dans des démarches politiques. Merci. Agnès Evalo, votre réaction? Moi, je trouve ça déplorable parce que il y a un drame qui se joue actuellement et c'est la mort de tous ces Palestiniens avec les bombardements. Pourquoi vous dites que c'est déplorable? Parce que le débat n'est pas à la hauteur de l'enjeu du drame du 7 octobre et de la réaction après dans la bande de Gaza. Je trouve que le débat auquel on assiste là n'est pas à la hauteur de l'enjeu de ce drame vécu aussi bien par les Israéliens que par les Palestiniens. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui entre Gaza et Israël mérite un débat d'une autre tenue que ces invectives. Que les députés demandent effectivement au Premier ministre de reconnaître l'État palestinien, je trouve ça tout à fait légitime. Ils sont évidemment dans leur rôle. Mais le ton et la façon dont ça se passe, c'est vrai que moi, ça me met très mal à l'aise. Jean de Glignasti, alors il faut dire aussi que dans la Macronie, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Hein. Il y a tout de même Jean-Yves Le Drian, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui pense qu'il faut reconnaître maintenant un État palestinien. L'eurodéputé Bernard Guetta est plus dans la ligne d'Emmanuel Macron, il est numéro 2 sur la liste des européennes. Il faut que la France reconnaisse la Palestine, mais pas demain matin, a-t-il dit. Il y a vraiment des dissensions au sein de la majorité. Les insoumis, eux, souhaitent un État de Palestine maintenant. À droite, on parle de danger. Ça, c'est François-Xavier Bellamy qui parle de danger si on reconnaît l'État palestinien maintenant. Votre analyse, justement, sur est-ce qu'il peut y avoir un vrai débat en France? De moins en moins. Je pense que malheureusement, d'abord, il y a une violence des rapports politiques qui a existé dans notre histoire, mais qui est quand même à un point culminant. Ensuite, effectivement, il y a la nécessité, au milieu de ces tensions, de garder un certain équilibre. Et puis, il y a un troisième point qui est fondamental, c'est que dans la réalité, la France ne pèse pas beaucoup, malgré, les paroles de bonne volonté qu'on peut entendre de la part des Palestiniens et des Israéliens aussi, qui voudraient que l'Europe intervienne plus. Mais dans la réalité, la solution est dans les mains des Américains, le jour où ils voudront... Oui, mais la position française, elle reste quand même importante, Anne-Sophie Seban. Sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique. Ça plaide pour une reconnaissance immédiate. Anne-Sophie Seban, votre analyse, vous, de ce que vous venez de voir là dans l'hémicycle? Oui, pour moi, ça dénote d'une stratégie qu'on a vue à l'œuvre depuis le 7 octobre de la France insoumise, qui a fait de ce sujet son nouveau cheval de Troie pour asseoir sa stratégie, qui est celle du chaos, il faut dire ce qui est, et qu'ils ont vu là, dans ce conflit. Je me demande bien d'ailleurs ce qu'ils trouveront quand ce conflit s'achèvera, et c'est d'un cynisme sans nom. Ce qu'ils sont en train de faire, d'avoir mis ce thème au cœur de leur agenda politique, d'être constamment dans la surenchère. Il faut regarder les différentes postes des députés LFI qui versent dans l'antisémitisme. Et on a publié il y a récemment une enquête sur les perceptions des Français de l'antisémitisme en France. Et il est frappant de voir aujourd'hui à quel point les militants de la France insoumise nourrissent ces préjugés, dépassent vraiment la limite. On n'est pas dans un débat malheureusement, sur l'État palestinien. On est vraiment dans autre chose de la part de la France insoumise. Et c'est dommage, et c'est vraiment un chemin parallèle. On est vraiment très déconnecté de la réalité sur place. Et c'est vraiment déplorable, et j'espère que les élections européennes mettront un coup d'arrêt à ces débats. Agnès Evalo, vous voulez réagir? Non, mais ce que ça montre bien, c'est le fait qu'on a une politique en France qui manque véritablement de clarté. Et je crois que c'est aussi ça qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui, au début, a des propos, évidemment, de réconfort à l'égard d'Israël après le 7 octobre, ce qui est tout à fait légitime. Après, il parle d'une coalition contre le Hamas. Personne ne comprend très bien ce qu'il veut dire. Bon, et donc, ces espèces de zigzags, je pense que du coup, ça renforce les positions des uns et des autres et qui empêche aussi ce débat parce qu'on ne comprend pas très bien, finalement, quelle est la position de la France. Et moi, quand je vais au Moyen-Orient, la première chose que me disent mes interlocuteurs et les plus francophiles, c'est « mais que fait la France? On ne comprend rien. Quelle est la position de la France sur le Moyen-Orient et en particulier sur la question de cette guerre à Gaza ?» Et donc, je pense que ça participe, cette confusion, ce qui est perçu comme une confusion, du coup, participe aussi à un débat qui est de plus en plus, de moins en moins intéressant, pour dire simplement les choses. Jean de Glignasti. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une dizaine d'années,
années, la France a perdu la boussole de sa politique arabe, qui était justement la question palestinienne. Il y a 10 ans. Oh, déjà je dirais, Sarkozy, ça a oui, ça a commencé. Sarkozy, oui, Ouais. c'était Chirac l'a tenu jusqu'au bout. Voilà, La boussole de la politique arabe entre guillemets de la France, puisqu'il y en avait une, c'était De Gaulle, l'évacuation des territoires occupés. Ensuite, on a vu Pompidou commencer à parler des droits des Palestiniens. Giscard, qui a fait admettre par l'Union européenne l'idée d'une patrie, du droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. Mitterrand qui est allé plaider pour un État palestinien en face à la Knesset même. Donc il y avait une ligne directrice qui nous ouvrait, j'allais dire, les cœurs du monde arabe et de la gauche israélienne. Il faut dire les choses. Et puis à un moment, tout ça a disparu. On s'est accommodé de la colonisation accélérée dans les territoires. On s'est accommodé du blocus. Comme beaucoup d'autres États, y compris les États arabes d'ailleurs. Bien sûr. On s'est accommodé du blocus de Gaza et on se disait ça va peut-être se régler grâce au pacte d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a explosé. Anne-Sophie, c'est bon ? Eh bien, je dirais que je m'inscris un peu en faux sur cette analyse parce que moi, il me semble que la politique arabe de la France, justement, s'est fracassée sur l'évolution de la région qu'elle n'a pas vue. Qu'elle n'a pas voulu faire évoluer et justement la diplomatie française, et pour avoir eu des discussions au moment où les accords d'Abraham étaient en train d'être signés, n'était pas du tout identifiée comme une possibilité à l'époque, et il a fallu rattraper le train en marche, comprendre ces nouvelles évolutions, trouver de nouveaux alliés, s'adapter à cette nouvelle géopolitique, à ce nouvel équilibre. Et oui, ce qui ne veut pas dire que le conflit israélo-palestinien ne reste pas au cœur, on le voit bien aujourd'hui, mais il s'inscrit dans des enjeux régionaux plus large. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite détient les clés de la sortie de crise. On voit bien pourquoi l'Iran, on voit bien la menace que fait peser l'Iran et contre laquelle on n'a pas su collectivement, et là je ne parle pas que des Européens, mais aussi des Américains, contrer cette menace. Il y a eu l'accord nucléaire dont les États-Unis sont sortis. Aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie face à l'Iran. On est sûr que c'est une menace. On est sûr qu'ils sont galvanisés par la situation et qu'il faut trouver de nouveaux alliés et quand même signer cette alliance et cette normalisation entre Israël et ses États voisins. Je voulais juste ajouter un mot. Je pense que ces accords d'Abraham, pour moi, ça a été un leurre. Un leurre dans le sens où... Rappelez ce que sont les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est les accords de normalisation de certains pays, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan avec Israël, ont été un leurre. Pourquoi ? Parce que ces accords se sont assis sur le droit international. Ils ont rayé le droit international de la question palestinienne, puisqu'on a normalisé sans tenir compte du fait que tout ça se basait sur une négation totale du droit international. Et qu'est-ce qu'on a pris en effet boomerang le 7 octobre ? C'est cette négation de ce droit international. Et tout le monde était tellement content de se dire finalement la question palestinienne, c'est fini, on n'en parle plus, elle n'existe plus. On a fait l'économie de se coltiner, passez-moi l'expression, le règlement de cette question qui est au cœur de la déstabilisation du Moyen-Orient, qu'on le veuille ou non. C'est au cœur, c'est le premier conflit, c'est le conflit originel, et tant qu'on ne le réglera pas, de toute façon, ça n'ira pas. Et on a cru qu'on allait pouvoir faire disparaître cela, parce qu'on s'est assis, j'insiste sur ce point, parce qu'on est au cœur de la discussion. Le droit international n'existait pas dans ces accords de normalisation, puisqu'on a mis une croix sur l'État de Palestine futur à venir, en pensant qu'on allait acheter le nationalisme palestinien avec de l'argent. On allait mettre de l'argent en Cisjordanie. Gaza devait devenir le nouveau Dubaï. Donc l'Arabie saoudite, les pays du Golfe mettaient de l'argent et on ne parlait plus de rien. On voit bien que tout ça s'est fracassé dramatiquement le 7 octobre. Le débat apparaît en tout cas d'autant plus vivace sur justement cette reconnaissance de l'État palestinien depuis qu'il y a eu ce bombardement israélien sur un camp de déplacés à l'ouest de Rafah. Israël a lancé une enquête et affirme avoir frappé, je cite, un complexe du Hamas à Rafah. Il parle d'incidents tragiques. Ce bombardement donc a choqué la communauté internationale. On fait un point en images avec Romain Michelot. L'onde de choc de l'après-Rafah. Partout, les condamnations de la frappe israélienne sur le camp de réfugiés se multiplient. Alors qu'il reçoit les dirigeants arabes et que la diplomatie chinoise est de plus en plus présente dans la région, Xi Jinping évoque à son tour la reconnaissance d'un État palestinien. La Chine soutient fermement la création d'un État palestinien indépendant, jouissant d'une pleine souveraineté sur la base des frontières établies en 1967
et ayant pour capitale Jérusalem-Est. Pour Recep Tayyip Erdogan, l'esprit des Nations Unies est mort à Gaza. Le Brésil a rappelé son ambassadeur. À l'ONU, l'Algérie a présenté un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de l'offensive israélienne à Gaza. L'État hébreu qui se défend, il nie avoir ciblé des civils. Nous avons mené la frappe précise de dimanche, ciblant et éliminant 2 hauts responsables terroristes du Hamas. Leurs mains sont couvertes du sang de nombreuses personnes. La guerre d'Israël ne vise que le Hamas, pas la population de Gaza. Mais la pression s'accroît sur l'État hébreu, y compris de la part de son allié américain qui le presse pour élaborer une ébauche de sortie du conflit. Cela souligne l'impératif d'avoir un plan pour l'après. Parce qu'en l'absence d'un plan pour l'après, il n'y aura pas d'après. Et c'est là que nous devons aller, car nous devons faire le plus rapidement possible. Une prise de position qui pourrait contrecarrer les plans d'Israël, dont un haut responsable a affirmé que la guerre à Gaza pourrait encore durer 7 mois. Daniel Ben-Simon, une réaction peut-être d'abord à cette émission de la Chine qui parle maintenant de mettre en place une sorte de conférence. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a du potentiel? Et puis effectivement aussi sur les déclarations d'Anthony Blinken qu'on vient d'entendre à l'instant, qui donc les Américains, je le redis, ne reconnaissent pas l'État palestinien, mais Anthony Blinken dit qu'il faut qu'Israël ait un plan clair pour l'après. Mais ça ne suffit pas de le dire, il faut l'appliquer. Un plan, il n'y a pas de plan d'après parce qu'Israël n'a aucune idée sur comment ça va se passer après la guerre. Et là, parce qu'après la guerre, on veut garder les territoires. Et comme j'ai dit, les territoires palestiniens aussi, qui sont pour beaucoup d'Israéliens, c'est des territoires bibliques. Ça fait partie de l'identité israélienne. C'est les territoires, c'est la terre de la Judée, la Samarie. Pour beaucoup de religieux, c'est la vraie terre d'Israël. Et là, il ne suffit pas de parler de la politique. Il faut trouver le moyen de faire pression sur Israël. Est-ce qu'on est dans une politique moderne ou dans une politique du Moyen-Âge ou peut-être la politique de la Bible, des temps de la Bible? Pour beaucoup d'Israéliens, les 500 000 Israéliens qui habitent dans les territoires, la majorité sont des gens qui voient dans le livre la raison de leur vie. C'est sur le livre, c'est-à-dire la Bible. Et là, il faut trancher politiquement. Et Netanyahou s'approche de plus en plus des religieux. Il lui aussi utilise un langage des religieux, des colons. Quelque chose de mal se passe chez Netanyahou. Et Blinken ne comprend pas exactement. Il faudrait qu'il passe de la rhétorique, qu'il faut dire le jour d'après, et faire pression sur Israël. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire le jour après? Et là, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Jean-Luc Lignasti, est-ce que, effectivement, Anthony Blinken y est allé, je ne sais combien de fois d'ailleurs au Proche-Orient, franchement, au moins 6 ou 7 fois. On voit bien, effectivement, cette pression. Bon, il y a une relation en plus entre Joe Biden et Netanyahou qui est très tendue. Donc, il faut une pression supplémentaire de la part des Américains pour cet après. Oui, ça sans aucun doute. Elie Barnavi l'a écrit, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Il faut une pression américaine. Le problème, c'est que je doute que les États-Unis soient en mesure de l'exercer avant les élections. Donc en fait, il faut dire les choses, Netanyahou a carte blanche jusqu'en novembre. Alors lorsqu'effectivement il y a un haut responsable israélien qui dit que la guerre va durer jusqu'à la fin de l'année. Eh bien on voit bien qu'effectivement dans l'agenda de Netanyahou, son souhait c'est d'arriver aux élections américaines, que Trump passe et avec l'idée que ce sera beaucoup plus facile de négocier avec un Trump qui exercera lui pour le coup peut-être aucune pression, et même si les pressions de Biden sont quand même très limitées, parce que finalement ça n'empêche pas Netanyahou de mener la guerre comme il l'entend. On a bien vu que même s'il se dit choqué, de fait, il ne se passe rien pour arrêter la guerre. Anne-Sophie Seban, sur justement cet aspect, les Américains doivent-ils faire pression? Mais je crois que ça a été déjà dit, et comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est bloqué à cause de la politique. Chacun joue son agenda politique, et effectivement, de se dire que ça va durer encore 7 mois, on voit bien l'échéance des élections américaines. Et moi, j'ai en tout cas la modestie de penser que je ne sais pas comment concrètement on arrête cette guerre sans la libération des otages, sans trouver une... Il y a eu plusieurs rounds de négociations avec le Hamas, Israël et les États-Unis sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Je ne vois pas comment on passe autour de ça. C'est bien évidemment qu'il faut parler de l'après, mais
il faut qu'on en parle aujourd'hui. Mais comment on arrive à cet après? Comment concrètement on cesse les hostilités à Gaza? Et comment on commence à parler d'un après si on a encore des otages israéliens, des femmes, des enfants dans les tunnels de Gaza? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et celui qui l'a... Non, mais on voit bien qu'effectivement, la difficulté, c'est que un des objectifs de Netanyahou, qui est de libérer les otages, on voit bien qu'il ne se donne pas les moyens, en tous les cas, d'atteindre cet objectif, puisque à continuer à bombarder comme il bombarde, ce n'est pas le meilleur moyen pour récupérer les otages. Donc, effectivement, il y a une stratégie là qui pose question. Benny Gantz, en tout cas, a demandé aujourd'hui même un projet. Il a déposé un projet qui vise à demander des élections anticipées en Israël. J'aimerais avoir votre réaction, Daniel Ben-Simon. Est-ce que ça serait possible, cela? Lui, il demande des élections anticipées au mois d'octobre. Donc, c'est même avant l'élection américaine. Est-ce que ça vous semble possible, probable, Daniel Ben-Simon? Vous savez, j'avais beaucoup de respect pour Benny Gantz. C'était un ancien chef d'état-major, un ancien ministre, et quelqu'un un modèle, c'est-à-dire presque, je dirais, il a toutes les qualités pour être un grand politicien, des yeux bleus, 1m92 et un physique extraordinaire pour parler aux Israéliens. Malheureusement, derrière ce physique, il n'y a presque rien du tout. Et Netanyahou arrive à l'intimider facilement et il lance des ultimatums. Ça fait déjà 8 mois ou 9 mois qu'il est dans ce cabinet restreint. Justement, là, il a lancé un dernier ultimatum. Il devrait quitter le cabinet de guerre la semaine prochaine. On va voir qu'est-ce qu'il va faire après. Peut-être qu'il va allonger ça. Il va ajouter quelques jours pour donner à Netanyahou une chance peut-être de trouver le moyen. Mais je vous dis, ce n'est pas le grand espoir que les Israéliens avaient en ce personnage. Comme j'ai dit, qui a toutes les qualités extérieures, mais n'a pas les qualités dedans. Donc vous, comment voyez-vous l'évolution? En fait, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'il y ait tout de même des élections anticipées en Israël? Est-ce que c'est possible? Mais bien sûr. C'est un gouvernement, c'est une coalition qui n'est pas normale, qui ne reflète pas la société israélienne, qui ne reflète pas le savoir israélien. Elle reflète peut-être la fragmentation de la société israélienne. Oui, mais c'est des partis religieux, ultra-religieux, orthodoxes, ultra-orthodoxes. Vous avez tout ce qu'il faut. Et le Likoud, bien sûr, qui est devenu un parti ultra-nationaliste. Et ça, ce n'est pas Israël d'aujourd'hui. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec ce genre d'Israël qui parle, qui a une rhétorique horrible. Horrible. On n'a jamais connu ça. Je crois que c'est contre l'intérêt général des Israéliens. C'est contre le caractère israélien. C'est un gouvernement basé sur les ultra-orthodoxes. Vous savez, on fait des travaux maintenant pour le train, des lignes de train. Et on n'arrive pas à les faire parce que les ultra-orthodoxes bloquent la possibilité de travailler le samedi. Et sur cette idée d'élection anticipée, alors, Daniel Ben-Simon? Il faut le faire. Il faut aller aux élections anticipées, mais je pense que Netanyahou n'est pas favorable à ça. Et tant qu'il n'est pas favorable, il a une coalition blindée de 64 députés qui dira oui à tout ce qu'il veut. Alors je dirais qu'il faudrait des élections anticipées, mais je ne serais pas choqué si il reprend le pouvoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas Daniel Ben-Simon par téléphone, Anne-Sophie Séban-Bécache, merci beaucoup. Merci Agnès Levallois, merci Jean de Glignasti d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24. Vous retrouvez l'émission d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast.